Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce samedi pour un nouvel épisode du CQFR dans lequel on répond à toutes vos questions, le fameux ce à quoi il fallait répondre. Je suis rejoint bien entendu par Shai, on était ensemble hier vendredi Shai. Comme on vous l'a dit, on a eu un petit pépin technique, on s'excuse encore que vous n'ayez pas pu avoir droit à votre CQFR complet hier. On va se rattraper ce samedi avant de commencer sur les nombreuses questions que vous nous avez envoyées, un petit message. Parce que si vous êtes abonné à notre newsletter ou vous êtes passé sur Basket Session ces derniers jours, vous avez dû voir qu'on avait lancé une opération spéciale, une sorte de braderie entre guillemets, parce que voilà, c'est début de saison, début d'année oblige, pardon. On a fait un peu de ménage, on essaie de dégager un petit peu d'espace, et aussi et surtout, comme beaucoup d'entreprises ou de médias indépendants, comme nous, des petites structures, on a besoin un petit peu de trésorerie pour attaquer l'année de manière sereine. Donc on a lancé tout simplement une sorte de braderie dans laquelle on vous propose d'acheter pendant une période limitée, il reste 4 jours si je ne me trompe pas, des exemplaires du MOOC à des prix vraiment réduits. Voilà, c'est aussi, on sait que tout le monde est beaucoup sollicité, que ce soit sur les fins d'année, début d'année, on sait que les temps sont durs et on est bien placé pour savoir ce qu'il en est, vous comme nous. Donc l'idée, c'est pas de pousser à du consumérisme absolu, mais si voilà, il y avait un ancien numéro, des anciens numéros que vous aviez envie d'obtenir ou que vous aviez envie d'offrir. On vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil sur la boutique Reverse, sur le site basketsession.com. Vous verrez, vous trouverez tout ça, vous verrez qu'il y a des prix qui sont vraiment intéressants. L'idée, c'est pas de brader notre travail, on est fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on met dans les MOOC. Mais voilà, l'idée, c'était de rendre peut-être un petit peu plus accessible certains de nos numéros pendant une période donnée. Donc je vous dis, il reste, je crois, 4 jours à peu près pour profiter de tout ça. C'est aussi ce qui nous permet, nous, de continuer à suivre l'actu NBA et du basket à fond, de vous proposer des podcasts quasiment tous les jours de la semaine, voire même plusieurs par semaine entre les CQFR, le podcast, le jeu, le hoop culture, etc. Et puis on a encore plein d'idées en tête pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le shop de Basket Session, sur basketsession.com, pardon, et je pense que vous trouverez des choses qui vous intéresseront à coup sûr. Ouais, vas-y, Shai. Non, j'allais dire, J'avais pas pu. aidez-nous à ranger notre chambre, c'est précieux, c'est utile. Et puis si après avoir acheté tous les MOOC qui vous manquaient, vous voulez aider à ranger chez moi, ce sera avec grand plaisir aussi, ça m'évitera le grand ménage de printemps. Voilà. Exactement, voilà, on pouvait pas dire mieux. Parfaite transition, Shai. J'imagine que tu as dû faire le tri dans une pléthore de nouvelles Ouais. questions pour cette semaine. Même si Antoine n'est pas avec nous exceptionnellement, on va essayer de faire du mieux pour y répondre. Absolument. Et on commence avec une question de Martin qui nous dit: avec les rumeurs de trade concernant Yanis, je trouve que le storytelling actuel insiste trop sur le fait que le management des Bucks est le seul à avoir pris de mauvaises décisions. Certes, Yanis, que j'aime beaucoup, doit se plier aux décisions de sa direction, qui a toujours le dernier mot, mais son statut de franchise player lui donne voix au chapitre. Il a donc validé la décision de faire venir Doc Rivers. De plus, il a poussé pour que ses deux frères intègrent l'effectif, eux qui prennent la place de deux vrais role-players NBA ou de rookies à développer. Mes questions sont donc, est-ce que vous pensez que Yanis a lui aussi sa part de responsabilité dans les actuelles difficultés des Bucks? Et est-ce que vous pourriez faire un petit récap de ce qu'il s'est passé chez les Bucks depuis le titre? Je vous avoue que j'ai perdu le fil. Bon, oui, Yanis, c'est toujours la question depuis 2-3 ans. Pour répondre à la question qui nous est posée, oui, il a une part de responsabilité parce que quand tu es le franchise player d'une équipe, il y a pas de dé à ce stade de ta carrière que tu as été MVP, il y a pas de décisions de fond qui sont prises sans que tu sois au moins informé, au moins au courant que tu aies l'opportunité, si vraiment tu veux t'y opposer fermement, de faire entendre ta voix. Hem, pour autant, je trouve que Yanis a fait les choses quand même plutôt proprement pour un joueur dans sa situation. C'est-à-dire que la pression qu'il avait mise, c'était, j'ai oublié l'année précisément, mais c'était à l'intersaison où finalement, il avait pas refusé de paraffer sa prolongation, mais il avait dit: «Je vais attendre de voir avant de signer ma prolongation de contrat». Et en gros, le message, qui était envoyé, c'était de dire: «Montrez-moi que vous avez à cœur de construire une équipe qui sera compétitive et pas simplement d'attendre que les dominos, tombent les uns après les autres un peu par magie. Et une fois que vous m'aurez montré ça, je prolongerai le contrat, je signerai ma prolongation de ce contrat». C'est ce qui s'est passé avec le trade de Damian Lillard. Donc là, oui, Yanis a c'est la fois où finalement il a exercé un peu de pression, mais je trouve encore une fois qu'il l'a fait avec pas mal de classe. Enfin, ça m'a moins gêné que d'autres situations identiques. Pour Yanis, la fois vraiment où je pense qu'il y a une responsabilité quand même qui est importante, c'est je continue de pas comprendre
comment ni pourquoi il a co-signé, le choix de Doc Rivers en fait pour venir à Milwaukee parce que c'est pas encore une fois, j'ai pas une lubie avec Doc Rivers en fait, c'est pas que c'est un il y a pas de mauvais coach déjà en NBA, ça commence comme ça en fait. Il a un titre, c'est un coach qui est respecté, c'est un coach qui a ses qualités, mais vu la situation dans laquelle étaient les Bucks, de mon point de vue, il y avait besoin d'un coach qui soit visionnaire et dont la première qualité soit les aspects tactiques et Doc Rivers, sans dire que c'est encore une fois, c'est pas qu'il est mauvais là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment pas son point fort, en fait. On le sait, son point fort, c'est un leader, il va savoir fédérer des stars et des joueurs, à égaux autour de lui, il va savoir, les emmener dans une certaine direction et je pense que les problèmes de Milwaukee, à l'époque, dépassaient ce stade-là. Ils avaient besoin de quelqu'un avec des idées pour trouver comment maximiser, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo dans une même équipe, sachant que Lillard, c'était avant sa blessure, était quand même sur la fin de son prime, quoi qu'il arrive, que Giannis était, il est encore dans le sien, mais on ne sait pas pour combien de temps, donc l'horloge tourne et faire venir, Doc Rivers pour autant d'argent en s'engageant sur autant d'années, ça je continue aujourd'hui de ne pas le comprendre. Je comprends, c'est exactement comme toi, je comprends toujours pas ce choix. Et donc, le fait que Yanis ait validé ça. Et je vais commencer par dire que, comme tout franchise player qui a accompli des choses aussi extraordinaires que Yanis avec son équipe, il a mérité d'avoir voix au chapitre. C'est-à-dire que c'est normal qu'il soit consulté et qu'il puisse donner son avis sur est-ce que tel joueur, est-ce que tu veux qu'on garde tel joueur, est-ce que si on le trade, tu vas pas être contrarié, est-ce que si on prend ce coach-là, ça va aller avec lui. Visiblement pour Doc Rivers, Yanis a à la fois accepté le fait qu'Adrian Griffin soit viré alors que les Bucks étaient dans le haut du tableau et étaient à je sais plus que 34-13, enfin ce qui était très honorable. Plutôt que de dire, oh, allez, on attend la fin de la saison, au pire, il y a incompatibilité entre ce coach et l'effectif, et puis on passera à autre chose. D'autres équipes ont fait ça. Mais là, il valide le fait qu'il y a un contrat de 50 pour Doc Rivers, où il n'y a pas vraiment cette vision-là. Moi, on voit toujours pas vraiment de patte Doc Rivers, au contraire d'autres équipes qu'il a coaché et très bien coaché. On voit pas cette patte-là et on le sentait venir. C'était pas pour être des oiseaux de mauvais augure, mais on sentait que ça fonctionnerait pas forcément. Et en ça, Yanis forcément, il a ses responsabilités. Et pour revenir sur la timeline que nous demandait Martin, bah, après le titre où tout va bien, ça s'est un peu gâté parce que bon, il y a des blessures. On n'a pas parlé du cas Chris Middleton, mais je pense aussi que le fait Ouais. qu'il ait eu du mal à être en bonne santé a un peu précipité les choses, a précipité la chute des Bucks après leur titre. T'as cette défaite contre Boston qui est un peu frustrante en playoff, c'est en 2022. 2023, ils se font éliminer par Miami qui sert devant en finale, mais qui est un peu une surprise. Les gens s'attendent pas à voir le 8. Budenholzer est renvoyé. Et là, c'est là que je pense, je sais pas si c'est la franchise ou Yanis, enfin, là il y a une forme de perte de sang-froid peut-être et dans les décisions, un manque de jugeote, je sais pas, mais ça a pas fonctionné. Et même si Lillard le trade se comprenait, ça a pas été bien géré, je pense. Puis la blessure après, c'est presque de l'ordre de la malchance, hein. Et Lillard est arrivé aussi à un moment où ça allait pas dans sa vie perso, où c'était compliqué. Il y a plein de choses qui se sont accumulées qui ont fait que ça n'a pas marché et qu'on peut pas dire c'est uniquement de la faute de Yanis parce qu'il a fait ça à tel moment ou c'est uniquement de la faute de Doc Rivers parce que c'est pas l'homme de la situation. Voilà, la direction aussi doit être mise face à ses responsabilités parce que certes, elle a fait beaucoup pour satisfaire Yanis, je pense, ou pour en tout cas s'éviter une demande de trade et des choses comme ça. Mais il y a aussi des manquements, que ce soit dans le recrutement ou le choix des hommes. Donc Yanis, comme tous les franchise players, il a sa part de responsabilité. Et moi, je préfère des stars qui assument le fait d'être responsabilisés. Tu vois, j'ai assez souvent critiqué Kevin Durant quand il était à Brooklyn, qui nous disait non, non, moi je sais pas ce qui se passe, j'ai pas choisi le coach, j'ai pas choisi un tel. Ou si c'est vraiment le cas, c'est que c'est étonnant presque. Donc voilà, Yanis a eu beau au chapitre et ça s'est pas très bien passé. Et là, on est dans une phase assez morose pour les Bucks. Mais tu fais très bien de reparler de Chris Middleton parce que les blessures à répétition de Chris Middleton sont quand même la raison principale. C'était vraiment le grain de sable dans l'engrenage qui a fait que les Bucks ont jamais réellement été en capacité de pouvoir défendre leur titre. Yanis a aussi été blessé à 2 reprises au moment des playoffs. Ce qui a voilà, c'est là, Doc Ouais. Rivers, pas Doc Rivers, tu mets qui tu veux, cette équipe des Bucks, Mm. elle peut pas performer sans Yanis et pour, revenir aussi sur Doc Rivers, je le blâme pas en fait sur les problèmes de Milwaukee depuis. Je suis pas sûr en fait que enfin, je suis pas en train de dire que c'est de sa faute. C'est simplement que vu la complexité de la situation,
Je pense que la seule chance que Milwaukee avait, c'était de tomber sur un coach, voilà, visionnaire ou avec des idées neuves, qu'aurait pu trouver une formule, peut-être qui fonctionne mieux et là, ça a pas été le cas et vraiment ce que je comprends toujours pas dans le cas de Doc Rivers, c'est tu sais, on le dit souvent, enfin, c'est notamment Antoine le dit souvent, un gros trade en courte saison, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'à l'intersaison Mmh. et c'est encore plus vrai pour des coachs, en fait. C'est-à-dire que là, ils ont pris le plus gros nom qui était disponible je crois, il y avait même pas un tiers de la saison qui était joué, alors qu'en fin d'année, je veux dire, les mecs se battraient, en fait, pour avoir l'opportunité de coacher, Giannis Antetokounmpo. Je trouve qu'ils se sont enfermés d'eux-mêmes dans une case et se sont pas donné la possibilité d'avoir vraiment un panel, plus large d'entraîneurs potentiellement disponibles et voilà et ça fait pas de miracle. Après ce qui est marrant, c'était la psychologie de certaines franchises. Milwaukee, c'est une équipe qui veut faire des gros coups. Ils ont Mmh. fait Jrue Holiday, ça a été complètement payant. Ils ont fait Damian Lillard. Là, ils tapent Doc Rivers en cours de saison. C'est une équipe qui voilà, leur management veut des gros noms et veut faire des gros coups. Il y a pas eu vraiment, tu sais, ces petits traits de comment dire, d'ajustement, c'est pas vraiment la manière dont fonctionne Milwaukee ou le côté un petit peu, tu sens qu'ils avancent une pièce sur l'échiquier, mais que le vrai coup, il est deux pièces plus tard. Non, c'est le gros coup à chaque fois et ça, malheureusement, bah, encore une fois, c'était payant pour Jrue Holiday, magnifique. C'est dur d'enchaîner les gros coups qui fonctionnent. C'est rarement comme ça que ça marche, j'ai l'impression. Et ils ont peut-être plus de gros coups en stock et c'est là qu'on arrive à une situation, la situation d'aujourd'hui où ça va au-delà de la simple construction de l'effectif parce que enfin, Yanis le dit lui-même sur les derniers matchs, c'était assez désespérant. Il n'a jamais aussi peu touché le ballon. Est-ce que les gars se prendraient pas un peu pour d'autres. Enfin, là, tu Ça, c'est sens que. fou, hein. Voilà. Mais je repense vraiment à. Je suis absolument pas un défenseur d'Adrian Griffin. Il y avait visiblement des problèmes sérieux quand même hein, au niveau du management des hommes, de la relation avec les joueurs et avec le staff. Mais je suis quand même bluffé que pour un truc. Enfin, il n'y a pas eu de truc grave a priori. Hein, il n'y a pas eu d'agression, de choses qui justifiaient un renvoi dans ces conditions-là. Je suis étonné qu'en cours de saison, il se soit pas dit juste bon bah lui à mon avis ça va pas le faire, mais en fin de saison on lui dira au revoir et merci, surtout si les objectifs sont pas remplis. Puis là, comme tu le disais, t'aurais eu un panel de coachs qui aurait pu en plus arriver avec un projet, un peu de peut-être des joueurs en tête, alors que là vraiment en cours de route c'était compliqué donc. Et puis il y a cette durée du contrat, mais ça, je pense que c'est parce que c'est l'expérience de Doc Rivers, c'est qui, dans les négociations, il était face à une franchise qui était en situation d'urgence et il a profité, il a défendu ses intérêts. Je veux dire, 5 ans à son âge avec son expérience, c'était voilà, c'est bien dealé, on va dire. Le QI basket de Doc Rivers là-dessus, c'est magnifique. Mais c'est intéressant que tu parles d'Adrian Griffin parce que même ça, c'est incompréhensible. Le mec, il était déjà dans la franchise. Donc en fait, humainement, tu dis, bah, il connaissait les gars, il devait le connaître. Ses idées, il avait dû, les présenter au moment, où Budenholzer Mm. se fait dégager. Voilà, dans son entretien, il a dû dire ce qu'il voulait changer dans le jeu et même là-dessus, en fait, la franchise a pas pu proposer le job à Adrian Griffin sans, avoir l'accord, de principe de Yanis. Donc même ça, je continue de pas comprendre ce qui s'est joué. Je sais pas si un jour on en saura plus. Il y a peut-être que ça sortira un jour, mais Mm. même ça, c'était déjà très surprenant au bout du compte. Ouais, apparemment, enfin, il y avait des histoires. Bah, Terry Stotts, tu te rappelles, Terry Stotts avait été Ouais. Ah oui, renvoyé du staff très très rapidement, visiblement sur un il petit s'était coup de. barré, hein. Il s'était barré, C'est lui qui voilà. s'était Bon, barré. là, c'était Ouais, lui, ouais, il s'était pas renvoyé, mais ouais, pour altercation avec Griffin notamment. Bon, on saura peut-être ouais. un jour, comme tu le dis. On passe à une question d'Aurélien. Attends, juste Oui, juste vas-y, sur je t'en prie. Yanis Ouais. peut-être parce que tu disais que la situation était, Ouais. Eh oui. était pas joyeuse et là, on vient d'apprendre qu'il risquait d'être indisponible pour un certain temps. 4 à 6 semaines apparemment. Blessure au mollet sur le dernier match disputé par les Bucks. Est-ce que je vais oser dire que on a peut-être vu le dernier match de Yanis sous le maillot des Bucks. C'est peut-être un peu prématuré, mais il va être forfait pour le All-Star Game. La trade deadline est très très proche. Donc bon, c'est un coup dur pour les Bucks. Je veux dire, s'ils espèrent encore, et ils espèrent certainement encore essayer de sauver la face et faire au moins le play-in, ils sont dans le coup, mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et je me demande ce que ça implique pour la trade deadline aussi, justement. On Ouais, verra. ouais, On ouais. verra. Question suivante d'Aurélien. Suite au CQFR de jeudi, je me suis demandé si la meilleure solution pour Golden State et Stephen Curry ne serait pas d'envisager un trade et j'ai tout de suite pensé à Charlotte.
En effet, Curry est originaire de la région et cela pourrait lui permettre de revenir chez lui pour sa fin de carrière. De plus, si on imagine un échange avec LaMelo Ball, cela permettrait aux Hornets d'être beaucoup plus compétitifs, avec un vétéran plus que référencé pour encadrer ce groupe de jeunes très prometteurs, et pourquoi pas donner quelques tuyaux à Con Knuppel. Enfin, concernant Golden State, cela leur permettrait de récupérer quelques assets, de tanker si LaMelo n'est pas très entouré, tout en restant fun à regarder avec ce type de joueur. Et je me permets de faire un crossover avec une proposition de Florent, un autre auditeur, qui avait sans doute la même idée qu'Aurélien, et qui nous propose un trade pur et simple entre les Warriors et les Hornets. Et du coup, Théo, tu me diras ce que t'en penses. Donc les Warriors récupéreraient LaMelo Ball, 3 tours de draft, 2 en 2027, suite Dallas et suite Miami, les deux étant protégés, qui sont détenus là par Charlotte, et un dernier pick de Charlotte en 2030 avec 2 jeunes, Treman et Moussa Diabaté. Charlotte, dans le même temps, récupérait la dernière année de contrat de Steph Curry. Et dans mon récit, il reprolonge pour une année. Vu son niveau actuel, il a l'air très loin de la retraite. Qu'est-ce que tu penses de Ouais, ce trade hypothétique, Théo? je peux dire que si Charlotte peut faire ça, ils le font tous les jours. Demain, à 6 heures du matin, tu leur donnes rendez-vous, je sais pas, devant le McDo de où tu veux pour signer les papiers. Ils sont là en 15 minutes. Pour Charlotte, ça serait magnifique d'un point de vue de positionnement, de se relancer, être enfin pesé un petit peu encore. Non, ce serait magnifique. Honnêtement, je le. Alors, j'allais dire, je le vois absolument pas. Donc, ça, je vois pas de scénario dans lequel Stephen Curry signe à Charlotte. Je le vois vraiment pas. Parce qu'en fait, si tu te dis si Stephen Curry choisissait de demander à partir à Charlotte, ça voudrait dire qu'il se dit: «Bon, bah, de toute façon, je vais pas gagner de titre, je vais pas même être dans la je vais même pas avoir l'opportunité d'être dans une espèce de contention pour gagner le titre». Donc non, ça je le vois pas du tout dans ce cas-là. Bah, tu restes aux Warriors et tu fais partie de cette, finalement rare série de joueurs récemment qui ont fait toute leur carrière dans un club, qui sont des légendes absolues, quoi qu'il arrive, ils resteraient une légende des Warriors, mais ça je le vois pas. Je vois pas. Ce qui est drôle, par contre, simplement, je te le dis, Shai, parce qu'en fait, en aparté d'un CQFR cette semaine avec Antoine, je lui disais: «Putain, c'est marrant quand même que Charlotte ait décidé de retirer le numéro de Del Curry». Ouais, c'est vrai. Del Curry qui était un très bon role player et un très bon joueur pour Charlotte, mais je pense que si Stephen Curry n'était pas Stephen Curry, jamais de la vie les Hornets n'auraient même pensé à se dire: «Ah tiens, si on retirait le jersey de Del Curry, quoi». Donc il y avait un petit move aussi quand même, un appel du pied, je pense, de la part des Hornets. Même Del Curry, il était surpris, hein. Parce que Del Curry, Del Curry il commente les matchs des Hornets à la télé. Il est consultant. Et ils lui ont fait une petite mise en scène pour lui faire comprendre que son maillot était retiré. Et il a mis quelques secondes à dire: Attends, mais c'est mon maillot là, vous allez retirer mon maillot à moi là? Donc, alors moi, c'était un joueur que j'aimais bien. Enfin, je l'ai plus Ouais. connu sur la fin. C'était un très très bon shooter, notamment. Ancien meilleur sixième homme de l'année. Mais ouais, peut-être qu'on peut se dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose pour essayer de le convaincre. Je suis comme toi, et on en discutait avec Antoine. J'étais d'ailleurs assez d'accord avec lui. Ça ressemblait à un désaccord cette semaine dans le CQFR, mais je pense que Steph Curry finira sa carrière aux Warriors et je le souhaite même, hein. Moi, j'adore quand les mecs vont jusqu'au bout avec leur équipe de départ. Par contre, il y aura vraiment cette fameuse discussion, je pense. Et si on se projette en se disant, pour une raison X ou Y, Curry va demander son trade, bah oui, on pense à Charlotte parce qu'il est de là-bas, parce qu'il a encore des intérêts là-bas, il organise ses tournois de golf là-bas. Mais sur la compétitivité, même là, si tu fais le trade que nous propose Florent, par exemple, oui, c'est sympa, c'est cool pour les jeunes, pour les Knuppel et compagnie. Quelle chance si t'as Steph Curry. Et tu vas jouer les playoffs à l'Est, très probablement, vu le niveau qu'il a encore, mais c'est dur de s'imaginer qu'ils vont aller déjà en finale, battre une équipe de l'Ouest. S'il veut vraiment si son objectif, c'est absolument de jouer le titre coûte que coûte, ouais, il ira plutôt à l'Ouest et se greffer à une équipe qui est déjà forte à l'Ouest, mais ça, enfin, j'envisage tellement pas. Visuellement, Curry avec déjà un autre maillot que les Warriors, c'est pas simple, mais un maillot type l'une des équipes de Los Angeles, Minnesota. Enfin, j'ai beaucoup de mal à le voir. J'en avais parlé, mais le seul truc un peu possible dans mon esprit, mais c'est parce qu'on en revient un peu à l'histoire de sa draft. Il était vraiment désemparé que les Knicks soient passés sur son cas le jour de la draft, et il aurait rêvé de jouer pour les Knicks au départ. Et éventuellement, 15 ans après, est-ce qu'il pourrait pas. Ce serait pas mal le symbole, l'équipe est déjà un peu compétitive, alors qu'est-ce que ça impliquerait? J'en sais rien. J'ai balancé ça comme ça, mais visuellement, et ça, c'est pas, même pas un argument, les gens s'en foutent de savoir est-ce que visuellement le maillot lui irait bien. À part New York et Charlotte pour le côté c'est ma maison, je vois pas d'équipe où il irait Steph Curry.
C'est marrant parce que moi, je pense que si pour un joueur dans la situation de Stephen Curry, si tu veux avoir une chance de pouvoir gagner ou du moins être dans un contender, avoir une chance de faire des finales NBA, pour moi, c'est à l'Est qu'il faut aller, en fait. C'est là où c'est le plus ouvert, c'est Ouais. à l'Ouest, je vois pas quelle équipe parce qu'en fait, à l'Ouest, il peut pas rejoindre une équipe et la renforcer, il va forcément être, la monnaie d'échange, pour, l'une des stars de l'équipe qui est déjà à l'Ouest. À l'Est, j'ai l'impression qu'il y a plus de marge de manœuvre et tu as plus facilement une chance de pouvoir aller loin. Et dans les équipes de l'Est, c'est marrant, alors je sais pas du tout comment ça pourrait je sais même pas si ça pourrait fonctionner d'un point de vue basket, mais il y a une équipe qui est bien partie pour se dire, «On a une chance de faire des finales NBA et qui a besoin de shooting». Pour moi, c'est Détroit, en fait. Les Mmh. Pistons, alors je sais pas si Kate Cunningham, Stephen Curry, c'est viable dans un backcourt. Par contre, c'est plutôt à cette équipe-là que j'aurais pensé d'un point de vue purement basket. Hem pour les oh bon, là, on est sur des trucs hypothétiques, hein, parce que comme toi, je vais commencer comme ça. Comme toi, Shai, je pense pas que Ouais. Stephen Curry va bouger du tout. Les Knicks, c'est ma l'anecdote est marrante, effectivement. Là, pour le coup, je vois pas comment Jalen Brunson et Stephen Curry, ça peut fonctionner dans un backcourt. Je pense que tu es obligé, le trade, il serait pas axé autour de Mmh. 4, mais il serait, tradé autour de Jalen Brunson. Je sais pas du tout si ça peut fonctionner et juste pour l'aspect trade, on a parlé de Charlotte, on a parlé de Stephen Curry. Sur l'aspect Warriors, à moins vraiment que Stephen Curry vienne te voir en disant: «Je veux pas rester, quoi qu'il arrive, je veux pas rester ici et quoi qu'il arrive, je veux aller à Charlotte». D'un point de vue d'image, je pense les Warriors, ils peuvent pas envoyer Stephen Curry, aux Hornets. Ils peuvent pas trader, le meilleur joueur de toute leur histoire ou du moins le joueur le plus important de toute leur histoire, le trader contre la Lamelo Ball. Je pense que c'est en termes d'image, il faudrait vraiment que Stephen Curry monte au créneau, soit déterminé, dise: «Ouais, si c'est pas ça, je joue plus», j'en sais Ouais, rien, tu je vois? Un pense aussi. scénario de dingue, mais bon, en tout Non cas, c'est mais marrant, mais ouais. effectivement, moi, c'est vraiment le truc de Del Curry, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre quand même», mais je me suis dit: «Mais Et les pourquoi Hornets, ils maintenant? pensent vraiment qu'ils ont une chance de pouvoir, Ouais et pour attacher le nom Curry à leur ouais, franchise?» c'est le timing aussi. Pourquoi maintenant, tu vois? Parce que ça fait des années qu'ils commentent les Ouais. matchs, donc ouais, je sais pas, c'est marrant. Et ouais, non, mais du point de vue Warriors, tu vends à ta fanbase, voilà, bah, la relève, c'est Lamelo Ball, qui est extrêmement talentueux, mais qui a pas encore montré qu'il est extrêmement fiable physiquement ou même techniquement. Je veux dire, il a pas emmené Charlotte pour l'instant très très loin. C'est difficile à vendre, je trouve. Et argument du côté foyer des Curry, t'as une famille qui est installée depuis des années, ils sont très bien. Curry est un mec très proche de sa famille. Pour leur vendre un déménagement. Alors Charlotte, j'imagine que ça pourrait aller. Ils doivent avoir une maison secondaire là-bas où il y a de la famille encore. Pour les autres destinations, enfin San Francisco, c'est quand même bon. Il y a quelques problèmes comme dans toutes les villes américaines, hein, mais San Francisco, le climat, la Californie, t'es pas trop mal normalement, surtout si t'as de l'argent. Si tu leur dis on bouge à Détroit là, comme dans ton scénario, c'est c'est dur à vendre. Hein. Va falloir, la discussion va être rouleuse s'il a vraiment envie de jouer pour les Pistons ou pour une équipe avec un climat et des conditions un peu moins chatoyantes que la Californie. Voilà. Chatoyant, c'est le terme, exactement. No offense aux habitants de Détroit, hein, c'est une ville qui a ses qualités, mais voilà, c'est plus difficile à vendre à une famille, je pense. On va avoir des problèmes avec Wax à cause de toi. Mais les Pistons, par contre, je veux dire, je te rejoins. Si vraiment il se dit, allez, sportivement, je dois tout faire, l'objectif ultime, c'est de gagner une bague, les Pistons, ça a du sens. C'est plutôt. C'est une belle équipe, bien construite, ils sont de plus en plus compétitifs. Why not, quoi. Bon, on n'est pas là. Je pense que Steph Curry finira sa carrière aux Warriors et bon, je suis quand Ouais. même curieux de voir ce qu'ils feront autour de ça. On passe à une question de Amato Yoshi. Je rentre des courses et j'écoutais votre podcast sur les Spurs, donc celui de lundi dernier, qui est toujours disponible, vous pouvez Ouais. toujours l'écouter. On se posait la question de savoir s'ils étaient déjà contenders cette année. Alors peut-être que je me trompe, mais vous n'avez pas du tout parlé des potentiels ajustements qui pourraient être faits sur cette trade deadline. Et si effectivement il ne bouge pas cette année, quel joueur et quel type de profil manque-t-il pour qu'il puisse s'installer en finale NBA l'année prochaine? D'ailleurs, vous avez parlé de Vassell, mais il apparaît aujourd'hui que ça peut être la monnaie d'échange la plus intéressante pour se renforcer, à défaut de Fox qui s'est installé dans cette équipe. Ouais, alors question intéressante sur les Spurs. Pour commencer, parce qu'on parle de Devin Vassell, j'ai l'impression que déjà le premier ajustement, ça serait qu'il puisse retrouver l'équipe et qu'il puisse, Ouais. rejouer avec cette équipe des Spurs qui est effectivement, je pense que même s'ils ont plutôt bien négocié le passage où il est pas là, c'est une arme, vraiment supplémentaire hyper importante pour San Antonio. Après sur les ajustements,
sans surprise, je pense que ce qui manque encore un petit peu, aux Spurs, c'est de l'adresse extérieure. Donc il y a un autre shooter, si San Antonio trouve le moyen à la trade deadline de rajouter un petit peu un danger extérieur pour, sanctionner dès que les défenses se re se reconcentrent autour de Victor, donner un petit peu d'espace à tout le monde. Je pense que c'est vraiment ça. Harrison Barnes était exceptionnel sur le début de saison là, à tel point que les commentateurs des Spurs l'appelaient, Mister 100 Mmh. tellement tu as l'impression qu'il ratait jamais. Là, c'est rentré un petit peu dans le comment dire? Il a une petite panne d'adresse qui fait que les choses s'équilibrent un petit peu, mais un autre shooter vraiment fiable, c'est ce qui je pense, c'est ce qu'il faudrait pour les Spurs. Ouais, clairement, surtout dans l'optique de bah, s'ils veulent vraiment aller loin en playoff, je pense que un type qui est serein quand tu lui files la balle, pas forcément qui crée son shoot, hein, mais qui est même sur les tirs ouverts, que la défense est obligée de respecter, je pense que ce serait vraiment un game changer pour eux. Est-ce qu'il sera disponible à la trade deadline? Je suis pas certain. Je les vois pas forcément beaucoup bouger. S'il y a une opportunité d'un mec qui se retrouve libre ou d'un trade qui leur coûterait pas grand-chose, peut-être qu'ils pourraient le faire. Mais ouais, moi, je les vois pas trop bouger et ça les empêche pas d'avoir des prétentions d'être des outsiders. C'est ce qu'on disait un peu dans le podcast. S'ils Ouais. continuent comme ça, je veux dire, ils sont deuxième de la conférence Ouest. Donc, même si ça te garantit absolument pas d'aller très très loin en playoff, ils ont ces armes-là et ils peuvent les tester dans ce contexte-là. Donc, ouais, bah, sur le profil, Vassell, ouais, forcément. Le Vassell à son meilleur niveau qu'on a vu quelques fois quand même un peu en NBA. Et sinon, un shooter serait parfait pour les Spurs, je pense. Ouais. Tu sais ce qui est intéressant en fait quand il y a notamment quand Harrison Barnes était super, super adroit, c'est que les équipes, en regardant ce que le Thunder a fait en mettant Caruso sur Victor, enfin voilà, l'idée c'est de se dire: «Si on met un petit qui peut le rudoyer un petit peu, le bouger Hmm. au niveau de ses appuis, on a une chance» et c'est beaucoup plus dur à faire quand tu as du shooting autour et Ouais. notamment, quand Barnes plantait quasiment tout ce qui balançait en l'air, c'était beaucoup plus compliqué pour des équipes de se dire: «Bah, on va mettre notre grand, on va le mettre sur Harrison Barnes». Surtout si derrière tu arrives à choper par exemple un shooter qui peut shooter en mouvement, donc il va aller prendre des écrans à l'opposé, bouger, pendant que Victor a la balle. Ça complique énormément la tâche des Hmm. défenses et il y a un joueur alors, je te le dis tout de suite, je pense pas que ça soit la solution, pour les Spurs parce que le contrat et le timing, correspondent pas. Mais je suis vraiment curieux de savoir si Klay Thompson va finir la saison, du côté Ah des ouais. Mavs. Parce qu'il a eu quand même un regain de forme, je trouve, pas inintéressant qui correspond un petit peu aussi avec le coup de mieux là du côté de Dallas Hmm. et alors c'est une équipe en fait dont on parlait tout à l'heure. Encore une fois, pour les Spurs, je suis pas sûr que ça soit la solution. Je pense que voilà, il est pas vraiment sur la timeline. Par contre, je me demande si Détroit aussi a besoin de shooting. Détroit peut légitimement se dire, ils sont premiers de la conférence Est, bah oui, nous après tout, on a un coup à jouer cette année. Si c'est pas un joueur qui pourra intéresser, les Pistons, par exemple. Oh, toi, t'as parlé à Wax il y a quelques jours, ça se sent, hein. On sent qu'il y a des Les idées de trade qui ont papiers. été infusées là, comme ça, qui ont infusé. Non, oui, bah, Clay Thompson, un Clay Thompson en jambes et motivé, ouais, complètement. Il y a une période où je le trouvais un peu à côté de la plaque, mais c'était pas facile. Je comprends la situation au Mavs, c'était un peu compliqué avec tout ce qui s'y passait. Et lui, je le trouvais un peu en difficulté physiquement. Par contre, là, il y a eu quelques matchs où il est bienvenu et ouais, tu récupères un vétéran comme Clay, ce serait parfait. Le, Tu le disais, le salaire est quand même un peu important et Ouais. ce sera pas simple à faire. Ça les obligerait à sacrifier quelques assets. Ouais. Et j'ajouterais que ouais, Barnes, malgré les quelques rumeurs qu'il y a pu avoir, je pense qu'il bougera absolument pas. Il est trop important dans le vestiaire, même avec un coup de mou, un manque Ouais. d'adresse. C'est un mec, voilà, c'est le fameux, le mec qui a déjà gagné le titre dans l'effectif et il est très très apprécié et respecté. Donc je pense qu'il bougera pas. On verra cette deadline qui approche, hein. Là, les Spurs seront évidemment surveillés de près pendant cette deadline. Question de Chun-Li. Suite à son éviction des Clippers, alors là on va parler un ancien meneur des Spurs, même si je ne sais pas si on s'en souviendra bien à la fin de sa carrière, suite à son éviction des Clippers, il semblerait qu'aucune équipe ne soit intéressée aujourd'hui par Chris Paul. Plus les semaines passent et plus je me dis qu'il a déjà joué son dernier match en NBA. Ma question est donc la suivante, à quel rang des meilleurs meneurs all-time le placez-vous? Je suis plus particulièrement curieux de voir si vous allez le placer devant ou derrière Steve Nash. Et je me permets une question bonus pour Théo, est-ce qu'un jour tu inviteras George Eddy pour participer au Hoop Culture du dimanche? Bah, écoute, je vais commencer par celle-là, avec grand plaisir pour avoir, George Eddy dans un Hoop Culture.
Au fil des années, on a eu l'opportunité de Mmh. l'avoir plusieurs fois en interview, pour le Rivers, que ce soit dans Ouais, le MOOC, que ça soit dans le magazine, soit pour Basket Session à l'époque. D'ailleurs, ça me fait rire parce si vous tapez, Georges Eddy dans Google Images, il y a une photo qui sort souvent où tu le vois avec une casquette Basket Session de absolument. l'époque. On sait toujours pas d'où vient la casquette. C'était pas nous qui l'avions confectionnée. Donc, non, non, ce serait avec grand plaisir pour Georges Eddy qui a 10 000 histoires à raconter Ouais, et qui a été au bout du compte, l'un des personnages basket qui m'a le plus marqué, hein. Une bonne tous, hein, je partie de pense. ma culture basket Ouais, vient de lui, donc pareil. ouais, ouais, avec ce serait grand plaisir. Pour ce qui est de Chris Paul, tu sais, ce qui est marrant, c'est que je regardais un match des Clippers cette semaine et ça m'est apparu en tête comme ça. Je me dis: «Mais putain, mais Chris Paul, il est toujours aux Clippers au bout Ouais, du compte?» ouais, Alors que, tu il a sais, pas été quand cut, des il a pas été cut, en fait, il est ah toujours ouais, ouais, mmh. il a pas été cut, il a pas été tradé. On pensait que ça allait aller assez vite, en fait. En fait, pas du tout et c'est triste. C'est un peu triste. Honnêtement, je souhaite pour lui quand même qu'il bouge avant la deadline et qu'il finisse dans une équipe, qui soit pas une équipe de bas de tableau, même si c'est dans un rôle réduit, mais Mmh. qui termine proprement sa carrière. Je trouve ça moche, quoi. La fin de parcours de Chris Paul, je la trouve très moche. Pour ce qui est des classements all-time, alors je vais pas me lancer dans un classement parce que c'est trop dur. C'est trop dur en live. Moi, je suis Ouais. hyper, précautionneux, par rapport à ça. Faut que je puisse comparer vraiment les choses, les unes à côté des autres. Par contre, sur la question au sujet de Steve Nash, pour moi, Steve Nash est sans question devant Chris Paul dans un classement, le mec, il a été double MVP et vrai pour le coup, je continue de l'un des plus gros what if ou d'une des plus grosses décisions impactantes de la NBA, Eh là, c'est la oui, les Suns suspension et la suspension, eh beh, oui, d'Amar'e Stoudemire contre les Spurs. et Mmh. Boris Diaw. Je continue de la trouver injustifiable. Donc ouais, non, pour moi, Steve Nash, c'est quand même une autre classe de joueur que Chris Paul, ce qui enlève rien à la qualité de joueur, qui était Chris Paul, bien sûr. Ouais, si on devait faire, par tranche, je pense que Steve Nash est top 10 meneur all-time et vers le bas du top 10, je dirais comme ça. Et Chris Paul aux portes du top 10, pas très loin, parce qu'il a vraiment une très très belle et longue carrière. Mais je mettrais aussi Nash devant pour plein de raisons. Ce que tu as évoqué, le palmarès individuel. Stylistiquement aussi, voilà, c'était un joueur un peu différent qui a amené des choses, un style ultra divertissant en NBA. Donc je mettrais plutôt Nash devant Chris Paul quand même, sans manquer de respect à CP3 qui a fait une très très belle carrière, que j'espère voir finir correctement. J'étais en train de me faire la réflexion là, Théo. Je ne suis absolument pas un hater de Chris Paul. Il en existe, hein, parce que c'est un personnage un peu clivant en NBA. Les Clippers sont sur 14 victoires sur les 16 ou 17 derniers matchs. Ça coïnciderait pas avec la mise à l'écart de Chris Paul? Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Je sais juste que on va dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'ils ont clairement fait comprendre qu'ils les emmerdaient royalement à amener ses propositions, ses conseils et tout ça. Et ça s'est pas bien passé jusqu'à ce qu'ils le mettent à l'écart et qu'ils le trade pas. Et là, factuellement, ils ont gagné plein de matchs depuis qu'il est mis à l'écart. C'est évidemment juste une petite remarque et probablement une coïncidence parce qu'il jouait pas beaucoup déjà. Et les Clippers ont trouvé le moyen de regagner des matchs. Kawhi a été extraordinaire. L'équipe même Harden. Enfin, donc c'est juste une petite remarque comme ça. Mais peut-être qu'eux, intérieurement, ils se disent ah, depuis que le vieux il a arrêté de nous saouler et qu'il est chez lui à regarder les matchs, on se porte pas plus mal. Voilà. La balle perdue est magnifique. À croire que c'est Pierre Armand, qui t'a envoyé la stat en te la soumettant. Non, mais tu sais, je vais te dire, même malheureusement, en fait, je pense pas que Chris Paul était en capacité d'avoir un vrai impact sur la manière Ouais, sur les résultats des Clippers dans un sens ni dans l'autre. Donc, ouais. mais par contre, c'est dur de pas. Par contre, ça va être dur pour toi de pas passer pour un hater d'avoir Ouais, fait la corrélation. Elle est magnifique. alors que c'est pas du tout le cas, hein. J'ai rien contre Chris Paul. Voilà, c'est juste, je me disais ça parce qu'on parlait des Clippers dernièrement et du fait qu'ils gagnaient beaucoup de matchs et qu'ils avaient quand même un peu inversé la courbe alors que c'était catastrophique. Ça coïncide à peu près. Je dis ça sans aucune. Je ne sais pas. Je sais pas si ça coïncide. Les 17 matchs, ça fait peut-être plus que ça maintenant qu'il a été écarté parce que c'est allé très vite quand même. Je me rappelle Bon, même regardez, plus. si vous avez la stat, n'hésitez pas à nous le dire. Quelqu'un, je m'excuserai platement auprès de Chris Paul après ça. Euh, on passe à une question de Grand Pierre. J'avais une question concernant les joueurs très dominants balle en main, mais qui deviennent beaucoup plus limités dès que la gonfle est dans les mains d'un coéquipier. On observe souvent que ça pose problème dans certaines équipes, en particulier lorsque plusieurs profils de ce type cohabitent. Ce qui m'interroge, c'est que lorsqu'un joueur est capable de tout faire balle en main, le jeu sans ballon semble en théorie plus simple en comparaison. Mais qu'est-ce qui leur manque selon vous? De l'athlétisme, de la motivation, une vision de jeu plus décentralisée, des habitudes, une autre gestion de l'ego? Qu'est-ce qui fait que des joueurs ne font pas les efforts, des virtuoses du ballon ne font pas forcément les efforts?
Et bah, c'est tout simplement ça, cette notion d'effort. Parce qu'en fait, quand tu as pas la balle et que tu dois te démarquer ou que tu dois donner de l'espace, tu jamais sûr que le ballon va arriver jusqu'à toi et donc ça demande et même faut que tu saches que la plupart du temps, le ballon va pas arriver jusqu'à toi pour X raisons. Soit, les porteurs de balles, t'auront raté, soit une autre option aura été choisie, soit finalement, une option intermédiaire aura été plus efficace avant même que le ballon ne t'arrive. Donc en fait, Heu, c'est cette notion de redoubler les efforts et en fait, ça, c'est le quotidien de n'importe quel joueur dans une équipe de basket, sauf dans des cas très précis, Mmh. qui sont ceux des superstars, au plus haut niveau où la balle est entre leurs mains, la plupart du temps. Mais sinon, la plupart du temps, quand tu te démarques ou quand tu vas porter un écran pour démarquer quelqu'un d'autre, tu fais des efforts en sachant que tu vas pas être récompensé, systématiquement et je pense que voilà, c'est là-dessus. Alors il y a une part, parfois d'égoïsme certainement dans certains cas. Il y a une part aussi de pas avoir les réflexes, les habitudes de le faire parce qu'on t'a jamais demandé de le faire depuis que tu es, peut-être benjamin. Tu as toujours été le meilleur, les ballons étaient pour toi, les coachs ont toujours dit: «Donnez la balle au petit 7 et cetera et ça a toujours été toi le petit 7 donc tu as jamais eu à faire ces choses-là. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Hem Moi, souvent, en fait, je reviens toujours à ce truc-là, mais vraiment, ce que je retiens du parcours du Heat avec, LeBron and Co, c'est l'intelligence de Dwayne Wade Mmh. et sa capacité à se réinventer en partie. Parce que Dwayne Wade était toujours Dwayne Wade malgré tout quand Miami a été gagner ses titres. Mais par contre, il a vraiment eu, lui, pour le coup, l'intelligence et la volonté de donner des solutions loin du ballon et il était exceptionnel dans les coupes au cercle, partir dans le dos de la défense pendant que tout le monde était concentré sur LeBron. Mais c'est vraiment rare les superstars qui ont réussi à passer ce cap et à ouais, voilà, à choisir ce mode de fonctionnement. Mais bien sûr que si, James Harden, Russell Westbrook, Luka Doncic ajoutaient ça à leur jeu, bien sûr qu'ils seraient, encore plus difficiles à stopper, encore plus, incroyables, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ouais, moi j'insiste vraiment sur le côté habitude. Tu disais depuis petit, ils ont joué comme ça, ils ont fait la différence comme ça, ils ont brillé comme ça, ils sont devenus professionnels comme ça, ils sont devenus millionnaires comme ça. Donc genre, ils ont parfois gagné des titres. Alors là en tête, là on parlait d'Arden, Doncic et tous. Donc c'est pas des bons exemples parce qu'ils n'ont pas été champions en NBA, mais c'est extrêmement dur de changer d'habitude parce que quand ça fonctionne et que tu as l'impression que ça fonctionne pour toi, et quelque part aussi pour l'équipe, parce que c'est pas même avec ce style-là, ils ont joué dans des équipes qui ont été compétitives, parfois en finale NBA, même pour Harden et Doncic en l'occurrence. Et donc c'est très très dur d'avoir ce recul et quelque part cette humilité, cette réflexion comme a pu avoir Dwayne Wade. Ce qui est plus facile quand le mec pour lequel tu dois prendre un peu de recul, c'est LeBron James. Bon, tu te dis, voilà, il y a une forme de logique, surtout si c'est l'un de tes meilleurs potes. Je pense que dans certaines situations, ça va, mais Luka a réussi à le faire un peu, parfois, à faire ces efforts-là. La fameuse saison où ils vont en finale, où avec Kyrie, ça s'articulait super bien. Il faisait un peu plus Ouais. d'efforts, les courses, les coupes, tout ce que tu décrivais tout à l'heure. Donc c'est que c'est possible, mais c'est extrêmement dur de casser ses habitudes et sa routine quand tu as l'impression que ça fonctionne. Donc, ouais, j'étais en train de repenser à ma pote Stéphanie qui allait voir un match à Chicago cette semaine, le match contre les Clippers, où je crois que oui, les Bulls ont gagné, hein, mais elle m'a dit j'ai fait une fixette sur Harden, je l'ai regardé tout le match, c'est invraisemblable à quel point quand il a pas la balle, il bouge pas, quand il y a une situation défensive, il est quasi statique. Et donc même depuis le stade, ça se voit, ce qui est un peu plus pardonnable pour Harden à son âge. Car il a quoi, 35 ans, 36 ans quasiment maintenant, donc bon, allez. Mais il le fait depuis ses débuts quasiment, hein, donc c'est à nouveau la force de l'habitude. Le pire pour Harden, c'était franchement à Houston, c'était dramatique parce Ouais, il y a des fois vraiment il lâchait la balle et c'était un plot. Il était à l'arrêt, limite les mains sur les hanches et pendant ce temps-là, son équipe elle attaque à 4 contre 5 en fait. Alors que ouais, tu te dis: «Beh, toi si tu bouges là, toute la défense va te suivre». Tu le meilleur joueur de ces années MVP, hein, donc ouais. toute la défense va te suivre si tu bouges pendant même quand tu as pas la balle. C'est là aussi que attends, j'ai parlé de Dwayne Wade, mais c'est là que Stephen Curry, il est incroyable, en fait. Le mouvement que Stephen Curry a, tout ce qu'il donne quand il a pas la balle, c'est incroyable, en fait. Il déforme toute la défense juste par son mouvement, Ouais. justement parce qu'il est dangereux, il est tellement dangereux. Donc ouais, après voilà, c'est les psychologies de joueurs aussi, hein, certains ont pas envie de redoubler les efforts, tu parlais de Luka, je trouve que parfois il le faisait un peu plus quand il y avait Austin Reeves quand même du côté des Lakers, alors Ouais. c'était pas voilà, c'était pas Stephen Curry, hein, on est d'accord, c'était sur l'activité, mais il y avait un petit peu plus de ça et la blessure d'Austin Reeves, j'ai l'impression que ça a un petit peu,
remis Luka dans ses «mauvaises habitudes» entre guillemets, même s'il continue de performer à un très haut niveau. Mais on a un peu moins vu du coup c'est les efforts qu'il faisait quand il y avait Austin Reeves ou, quand comme tu l'as dit, quand il jouait avec Kyrie. Il est pas encore trop tard. Il est pas encore tout Mmh. à fait trop tard pour Luka. Je pense que ça sera jamais il aura jamais une énorme activité loin du ballon, mais il est pas encore trop tard pour qu'il rajoute au moins un petit peu cette partie-là à son jeu. À voir s'il aura, j'allais dire, c'est pas l'intelligence parce que l'intelligence de basket il a, mais Ouais. effectivement l'envie. L'envie, Parce que reste à voir. c'est marrant parce que Luka, avec la même ligne de stats, il peut y avoir deux Luka différents. T'as le Luka en 38-18 actif et le Luka en 38-18 désengagé, ce qui paraît fou, hein, comme ça, vu les stats irréels que ça représente. Mais il y a vraiment ouais, il y a deux types de performances de Luka. C'est celle avec les efforts, celle avec moins d'efforts. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça montre enfin, le niveau incroyable du joueur et je vais dire un truc, c'est pas du tout une taille, mais tu vois, c'est la même chose pour LeBron. J'ai vu LeBron James. LeBron, je l'ai vu faire des triples doubles en playoff même et ressortir du match en me disant: «Oh, il a pas pris ses responsabilités». Ce qui est ouf, hein, ce qui est complètement ouf et Ouais. c'est que ces mecs-là sont à un tel niveau qu'effectivement ils peuvent, remplir la feuille de stats de A à Ouais. Z et toi, tu regardes le match et tu as le sentiment que finalement ils se sont pas tant donné que ça, quoi. Ouais. Simon nous dit Disney vous contacte pour faire un film sur la vie d'un basketteur. Vous avez un gros budget et vous pouvez choisir n'importe lequel des basketteurs. Sur la vie de quelle légende allez-vous baser votre film? Ici, on ne parle pas que de niveau de basket, mais aussi d'histoires joyeuses ou tristes. Autrement dit, pour vous, quel basketteur aurait l'histoire la plus épique à raconter au cinéma? Ah putain, c'est une super bonne question là. Il faut que je me creuse les méninges du coup Ouais, parce que des joueurs avec des joueurs avec des histoires folles, mais il y a déjà eu des documentaires faits sur eux, tu vois? Quand je vois, je pense au parcours de vie de Yannis Antetokounmpo, ouais, par exemple, il a eu son film aussi. Ouais. c'est pour le coup, c'est super Disney, quoi, parce que la probabilité qu'un gamin issu, d'immigrés, clandestins, grecs arrive à se hisser, pour devenir à un moment le meilleur joueur du monde, Hmm. de son sport, être MVP et cetera, l'histoire elle est trop dingue, quoi. C'est trop fou, le un peu bon pas c'est un petit peu pareil dans le co sur le côté parcours improbable, mais même si finalement c'est moins improbable que celui d'Yanis, mais Nikola Jokic drafté pendant une pub, Taco Bell qui devient peut-être le meilleur joueur des 15 dernières années ou des 10 dernières années, ça aussi c'est fou. Hem, Il aura ouais, son, il y en a pas mal. Je sais pas si toi tu je pense qu'il aura son film en Serbie un jour. Enfin, peut-être que les ouais, Américains. Moi, ouais, j'aimerais bien le voir, le petit, petit en surpoids, brutalisé par ses frères, en train de faire j'avoue des, ça c'est voilà, bon, et devenir le joueur qu'il est. Je pense que ça peut être sympa, mais je suis pas sûr que ce soit une production américaine, tu vois. Ça sera une histoire très européenne. Oui, tu me demandais, moi, il y en a un qui me vient à l'esprit, même si c'est pas, on parle pas du tout de légende NBA, sauf si, enfin, si on peut utiliser le terme légende parce qu'il reste dans la mémoire, même si le run est très 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 court. Mais pour moi, Jeremy Lin, c'est une histoire de cinéma ah quasiment. bien vu, C'est ouais. totalement improbable. C'est un truc qui pourrait être issu ouais, d'une série télé parce que qu'un mec, un Américain d'origine asiatique qui perce dans le sport, il y en a quasiment pas, il y en a très peu ou pas du tout, qui joue dans une fac qui est surtout réputée pour son niveau académique, hein, Harvard, qui arrive un peu presque par hasard aux Knicks qui sont en crise, qui se retrouve, il y a une hécatombe et qui se retrouve à jouer avec un coach qui est sur le point de se faire virer et qui retourne le Madison Square Garden, qui devient une icône en un mois. Alors le run a duré 3 mois, après il s'est blessé, mais et puis il est parti. Ouais. Enfin, il a été Houston l'a recruté, mais c'était fou. Enfin, l'atmosphère qu'il y avait, même enfin à distance, enfin là-bas, les maillots en rupture de, enfin les boutiques en rupture de stock, ça c'était incroyable. C'était incroyable cette période-là. Et bah, même, enfin, tu vois, même dans le MOOC New York, dans la table ronde, quand bah, moi j'avais eu Howard Beck, le journaliste, et Ouais. il a couvert New York pendant des années quand même, hein, et il pourrait avoir vu des périodes incroyables et que ce soit son meilleur souvenir. Il dit le souvenir le plus marquant, c'est la Linsanity. Pour moi, c'était une telle euphorie dans la ville, t'as l'impression que, enfin, c'est une histoire d'underdog total. Et moi je pense que ce serait un film sympa. Il y a eu un très bon documentaire dessus, mais un film avec le gars improbable qui devient un star NBA pendant quelques temps et qui a après des difficultés parce qu'il faut pas les occulter, hein, et après ça a été difficile pour lui même au-delà de la NBA en Chine, son parcours a été complexe. Ouais, moi j'aimerais bien voir parce que c'est une histoire qui me tient à cœur quand même. Ouais, non, mais en plus, mais tu
T'as super bien vu pour Jeremy Lin. Et il y a des trucs même en direct, je me disais, mais c'est pas possible. Attends, Ouais. qui a filé le scénario là? Le match contre Kobe, c'était le plus dingue en fait. Ah Tu ouais, dis, le mec, il est dans une hype pas possible. Kobe, il dit, mais c'est qui ce mec-là? Et derrière, match au Garden, il met 35 points. Tu sais, je me mmh. disais, mais c'est pas possible là. On peut pas être en train de. C'est pas un vrai truc qui est en train de se produire. C'est vrai que ouais, non, mais t'as trop raison de le dire. C'est marrant parce que Pierre Armand, c'est aussi un de ces moments les plus marquants pour Ouais. lui, tu sais, de l'histoire du folklore récent, entre guillemets, même si ça commence à dater, mais de la NBA, c'est vrai Parce que cette histoire, elle est complètement parce folle. qu'on le reverra plus. En fait, enfin, t'as l'impression qu'on le reverra plus, que c'est un truc qu'on n'a jamais vu et qu'on reverra plus. Allez, ouais, contre Kobe, je crois que c'est 38 points même qu'il met contre les Lakers, hein. Ouais. Et juste avant ou juste après, il y a le match contre les Raptors. Je me rappelle, je le regardais en direct avec un pote qui était pas encore ultra branché NBA, mais qui depuis est devenu fan hardcore, hein, juste avec Jeremy Lin, hein, c'est pour te dire. Ah oui, ok. Et match contre Toronto, ils sont à égalité et il y a une dernière possession et puis il dit poussez-vous. Dit le mec, poussez-vous littéralement, il dribble. Il y a Calderon qui défend sur lui. Alors c'est pas le plus grand Ouais. défenseur de l'histoire, hein, voilà, mais puis il prend le shoot à 3 points. Assez lointain et victoire quasi au buzzer. Enfin, c'était incroyable. Voilà. Et je pense qu'on le reverra plus. C'est ce qui fait que c'est très cinématographique ce truc-là. Ah, c'est fou. Il y en a un, en y repensant, tu vois, il y a un gars quand même. Parce que c'est d'autant plus intéressant que le film se terminerait pas avec sa carrière de basketteur. C'est Karim Abdul-Jabbar. Ah ouais, Parce bah que oui. vraiment, quand tu vois tout ce qu'il a traversé comme époque, tout ce qu'il a traversé d'un point de vue sociétal, à quel point il a été finalement, il n'avait pas été identifié comme visionnaire à l'époque, mais finalement il l'a été en fait, avec tout son attrait, notamment, tu vois, pour les arts martiaux, Mm. le soin qu'il a pris de son corps, axé sur la souplesse, à une époque où il n'y avait pas de préparation physique. Tu sais, quand Ouais. je vois Victor et ses exercices de souplesse, aujourd'hui on se dit, bah, c'est super intelligent. Là, effectivement, ils ont appris du passé, mais en fait, Karim, il faisait ça à la fin des années 70. Je pense aussi qu'on a un petit peu oublié. Alors ça, c'est lié à sa personnalité. Finalement, tu vois, quand il y a les discussions sur le GOAT, très peu de gens On le cite mentionnent jamais Karim, de en fait. Jabbar. Alors qu'il y a Parce qu'en fait, il y a la longévité de LeBron, entre guillemets, hein, à quelques années près, évidemment. Et en étant un champion MVP très, très âgé aussi. Et il y a plein de trucs. Il exactement. y a plein de trucs. Le Et donc, palmarès est dingue, hein, aussi. alors, je dis pas que c'est forcément le GOAT, mais en fait, tu peux pas ne pas l'inclure dans la Ouais. discussion. En fait, c'est jamais aussi simple que ça. Et après sa carrière, il y a des passages hyper intéressants. Tu sais, il était parti coacher dans une université dans une réserve indienne. Ouais. Voilà, il y a son engagement politique et aussi les livres qu'il a écrits. En fait, c'est un mec qui écrit des colonnes, enfin, qui a toujours été un intellectuel, qui a eu aussi une relation compliquée avec les médias, avec ses coéquipiers. C'était un incompris, Euh, hein. C'était un incompris. ouais, Il exactement. était pas apprécié. Il passait pour un mec qui voulait être pote avec personne et qui était dans son coin. Et quand tu regardes les trucs de l'époque, je crois que c'était dans la pyramide de Bill Simmons quand il parle de lui, il disait que c'était, voilà, il renvoyait l'image d'un mec pas sympa et concerné par autre chose que ce qui intéressait les gens en général. Mais tu fais bien de parler de sa palette très très large parce que les gens savent pas forcément qu'au-delà même des chroniques qu'il a pu écrire, il a été très impliqué, hein, politiquement ces dernières années Ouais. quand même aux États-Unis. Il a même écrit des bouquins. Enfin, il a une série de bouquins où il a écrit sur le frère de Sherlock Holmes. Tu vois, il a imaginé des romans policiers. Et Mm. pour le coup, je les ai lus parce que j'avais été à Londres ça remonte à une dizaine d'années. Il faisait la promotion de ses bouquins. Et les bouquins se tiennent très très bien. Enfin, ça se lit vachement bien. Donc le mec a une palette tellement large, un des plus grands joueurs de tous les temps, un mec intelligent. Et enfin, voilà, c'est juste qu'il est pas en, il a clairement pas été en quête absolue de la lumière, je pense. Il a vraiment pas, c'était pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement, et il avait du mal à faire des concessions, à être peut-être plus consensuel à des moments, et c'est peut-être ce qui l'a desservi, je pense. Mais tu sais, ce qui est intéressant sur ce que tu dis là, le fait qu'il n'ait pas trop tant que ça à chercher la lumière, qu'il ait été un incompris. Si tu prends les trois grands pivots, les trois grandes stars de cette époque, alors, ils se sont plus ou moins Mmh. chevauchés, mais Bill Russell, Will Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar, ils partagent ce trait de personnalité quelque part. Et je pense même aujourd'hui, même avec les images dramatiques et le repli, enfin le retour en arrière qu'on est en train Mmh. de voir en ce moment, on se rend pas compte de du niveau de haine auquel Kareem Abdul-Jabbar, qui a changé son nom, hein, qui est Ouais. après sa conversion, peu de temps, enfin, pleine guerre du Vietnam, Will Chamberlain et Bill Russell avec l'engagement politique qui a été le sien dans une ville, avec, des rapports,
comment dire, au racisme très compliqué dans la ville de Boston, les torrents de haine auxquels ils ont été confrontés, je ça, je pense qu'on continue de je vais pas dire de le minimiser, mais de pas s'en rendre compte, en On fait, s'en et rend de pas pas en compte. être conscient. On s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on se dit: «Ah, c'est dur», et les joueurs qui vont sur les réseaux sociaux, ils voient des trucs, «Tu nul» et machin, mais à l'époque, tu parlais de Bill Russell, c'est invraisemblable de ce qu'il a vécu. Ça devrait être ça aurait dû être une superstar, à l'instant T, au moment où il vivait, où il gagnait des titres et tout ça, et au final, c'était très compliqué au sein même de la ville de Boston. Et puis Karim Abdul-Jabbar, même à la fac en Californie, il a vu des choses et Ouais. vécu des choses aussi assez incroyables. Enfin, t'as raison, c'était une autre époque, mais c'était incroyablement difficile à vivre aussi. C'est des parcours dingues. Et oui, bah, pour un film, alors il y aura très certainement documentaire et peut-être biopic, je sais pas, mais Mmh. ça mériterait. Ouais. Tu parlais un peu de politique, Théo, je te propose sujet épineux, question épineuse, parce qu'on a envie d'avoir des commentaires épineux, tiens, voilà, c'est pour ça. Non, mais la question d'Arnaud est intéressante, en fait, hein. Arnaud avec un O. La NBA est-elle de gauche ou de droite? Un intitulé woke et bien français. J'ai voulu savoir comment la NBA vit et se comporte avec la nouvelle présidence plus dure de Donald Trump. Le monde de la NBA est-il critique envers sa politique anti-immigration et la casse sociale? Certains joueurs ou entraîneurs prennent-ils position? Le 47e président des USA a-t-il une influence sur la ligue avec des ambitions de la transformer en restreignant par exemple l'arrivée de joueurs étrangers? Continuer de rythmer nos journées, force aux médias indépendants. Oui, oui, bah, exactement. Force, aux médias, aux libraires et aux artisans, voilà, on est un média de proximité, en fait, tu vois? On n'est pas une grande chaîne ni une, Ouais. alors vaste question hyper intéressante. Je vais peut-être commencer par là, par dire que la NBA et la WNBA, en tout cas les 2 ligues, de basket professionnelles principales aux États-Unis, sont, je pense, et d'assez loin, les 2 ligues professionnelles les plus progressistes, ou du moins, qui ont le plus la volonté d'être progressistes d'un point Mhm. de vue social aux États-Unis. Et ceci étant posé, c'est avant tout une entreprise capitaliste, qui est, axée avant tout sur le gain, les profits, et je dis ça, ça peut sonner, critique, on le prend comme on veut, mais je pense que c'est un fait établi, en fait. Donc je pense pas que ce soit, la NBA et pas, non plus une association, militante, particulièrement quand elle l'a été ou quand elle s'est fait entendre, plus récemment, effectivement, notamment au moment de c'est là où on l'a le plus perçu, je pense, Shai, enfin, Ouais. c'est pareil pour toi, c'est au moment de tout le mouvement, Black Lives Matter, pendant le Covid. Je pense que c'est là que ça a été le plus palpable, mais c'est parce que ça venait avant tout, des joueuses et des joueurs, Mhm. c'est la ligue en tant que telle, son but, c'est de générer des profits. Donc elle est pas, là, par essence, pour défendre, des causes quelles qu'elles soient. Par contre, effectivement, enfin, elle a su se faire entendre aussi par moments, mais sous la pression quand même de ses joueurs, de ses joueuses et de ses stars. Ouais, elle s'est adaptée aussi aux joueurs et aux joueuses qui composaient, qui la composaient. Tu vois, Ouais. c'est forcément beaucoup de joueurs et de joueuses afro-américains, afro-américaines qui étaient très concernés aussi par certaines des problématiques. Et la NBA a ce mérite-là. En tout cas, depuis la présidence d'Adam Silver, il y a eu quelques tentatives de choses. Je dis pas que c'est parfait, attention, hein, il y a des choses à reprocher, mais quand tu compares, si tu compares aux autres ligues de sport US, forcément, bon, la NFL, bon, NHL, je connais moins un peu ce qui s'y fait, mais c'est voilà, ou la MLB, la NBA a au moins tenté des choses et sur une voie qui nous paraît plus progressiste. Après, est-ce qu'ils pourront vraiment faire beaucoup de choses? Je sais pas. Là, en ce moment, on en parle un peu entre nous, mais je suis un peu étonné de voir que la NBA et ses acteurs sont assez relativement discrets sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, sur ce qu'évoquait Arnaud dans l'intitulé, sur la politique migratoire et de répression depuis que Trump est revenu. C'est assez, enfin, aux États-Unis, ça fait quand même beaucoup parler, hein, tout ce qui se passe avec ICE. Peut-être qu'ils sont entre guillemets moins directement concernés et encore hein, par ce qui se passe et que c'est peut-être pour ça qu'on les entend moins. Mais c'est en ça, je suis assez étonné. J'ajouterais quand même un truc pour revenir sur la question de base de gauche ou de droite. Aux États-Unis, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de gauche, en fait. Les démocrates peuvent passer pour ce qui se rapproche le plus de la gauche au sens où on l'entend en France, mais pas vraiment. Disons que ce serait plus du centre-droite dans la vision traditionnelle, et les républicains seraient droite
plus, mais ça n'existe pas vraiment. Ils sont un peu marginalisés, ceux qui ont des visions. Enfin, là-bas, socialiste, c'est un gros mot presque. Enfin, je veux dire, Ah bah oui, voilà. c'est le danger incarné quand tu Voilà. utilises ce terme. C'est Donc gauche, les leftistes, voilà, c'est très, tu vois, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est des gens qui, du point de vue européen, pour des gens qui auraient plutôt des valeurs de gauche, je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils votent, machin. Maintenant, l'échiquier est tellement bordélique qu'on va pas aller jusque là, mais bah, c'est des gens, oui, qui sont un peu marginalisés. Donc non, oui, la NBA, si je dois répondre vraiment franco, la NBA serait plutôt de droite, et les États-Unis globalement seraient plutôt de droite. ouais, je partage, tu sais, ton étonnement au fait sur le relatif silence finalement de Mm, la NBA et de ses acteurs autour de bah, durant la deuxième présidence de Donald Trump. Alors, encore une fois, je leur dis, hein, c'était un petit peu le fond de notre propos. C'est une partie du fond de notre propos dans notre MOOC 6 More Than Ballers. Euh, les athlètes ont pas. Je leur en demande pas de faire plus que n'importe mm, quel autre citoyen. Ça leur appartient, leur engagement et la manière dont ils veulent le faire entendre s'ils en ont un. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a une peur aujourd'hui et mm, qui est pas infondée, en fait, de s'opposer à cette présidence qui est la plus violente, moi, dont j'ai pu être le témoin, dans sa manière de communiquer, dans les faits aussi. Quand tu vois un président qui menace, littéralement des sénateurs en disant, Ça mériterait, une exécution ou la cour martiale et que ça passe comme ça. Quand tu vois une police, mm. je sais pas si le terme police C'est correspond, une du moins milice, presque une milice. oui, c'est ça, une quasi-milice fédérale, être capable de faire tout et n'importe quoi à tel point que des mairies et des comment dire? Des États eux-mêmes, doivent s'organiser pour essayer de protéger leur population Ouais. de ces forces armées, parce que ça, c'est peut-être le terme. C'est extrêmement inquiétant et je pense qu'il y a une peur, une crainte et qui est pas infondée, en fait. Mm. Aujourd'hui, les États-Unis, ça fait quand même froid dans le dos. Il y a des tas de choses qui font froid dans le dos en France, hein. On pourrait y Oui. revenir, là, c'est pas la question qui nous est posée. Je suis pas en train de diaboliser du tout les États-Unis, mais là, je pense qu'effectivement, c'est vrai que tu vois durant la première présidence, même, LeBron qui a souvent été le plus vocal, hein, quand même, parmi Mm. les superstars de son époque et même de toutes les époques qu'on a connues, mis à part effectivement des Bill Russell, des Will Chamberlain, des Will Chamberlain, pardon, des Kareem Abdul-Jabbar. Il a su se faire entendre, notamment, durant, Black Lives Matter. Mais là, je pense que cette présidence-là, c'est une autre teneur, quoi, et que les dangers sont et les risques, en tout cas, plutôt que dangers, sont bien plus palpables et présents que la première fois. Mais je sais pas combien de temps ils vont pouvoir malgré tout, rester, «silencieux» entre guillemets. On voit que dans d'autres pans de la société, des gens comme Mark Ruffalo, l'acteur que vous connaissez certainement, bah, lui, il lâche pas l'affaire et il continue à se faire entendre. Il y a aussi des artistes qui, eux aussi, encourent les mêmes risques potentiels et qui se font Mm. entendre. Je sais pas, toi comme toi, en fait, je veux pas dire que je suis déçu parce que voilà, chacun fait comme il veut, et Steve Kerr ou même, c'est toi qui m'en parlais parce que j'étais passé au travers, mais des déclarations de Doc Rivers, si Oui. tu veux, les détailler un petit peu, pour le coup, se sont fait entendre, fortement récemment. La part des joueurs, effectivement, on n'entend pas grand-chose. Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, enfin, Doc Rivers et Steve Kerr, c'est les deux coachs les plus vocaux à ce sujet. Et ils ont pris la parole lorsque la question leur a été posée. Ils n'ont pas botté en touche. Et bon, Steve Kerr, depuis le début, hein, depuis même la première présidence Trump, il était très, 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 très véhément contre sa présidence. Et Doc Rivers, récemment, a fait une longue tirade enfin, pour s'offusquer de la politique qui était menée. Mais ouais, bah, je partage ton avis. C'est une période. Alors, en fait, parfois, je me demande si. Pour les athlètes, à nouveau, comme toi, hein, il n'y a pas d'injonction à absolument se mouiller à tout prix, et ils ont peut-être des raisons de ne pas le faire. Je me demande s'ils sont pas peut-être aussi un peu résignés. Ils ont vu que la première fois, ça n'avait pas forcément porté ses fruits parce que Trump est revenu au pouvoir. Est-ce que là, ils se disent pas, bon, on est un peu dans notre îlot de sécurité parce qu'on a un statut particulier. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est une vision un peu pessimiste, mais j'ai un peu cette impression-là parfois. Bon, ouais. Ouais, 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 là, mais Lilo, tu sais, Lilo, là, c'est là, en fait, que tu te rends compte qu'il est de plus en plus, théorique. Mm, J'ai l'impression que il y a plus vrai je sais pas s'il existe encore vraiment des îlots, dans lesquels tu es intouchable. En tout cas, mm. enfin bref, voilà, on va pas bifurquer, mais la situation globale, que ça soit encore une fois, hein, aux États-Unis, en France ou autre Oui, part, est de plus en plus inquiétante. mm. C'est pas serein, c'est pas simple et c'est assez impressionnant par contre, hem
Là, je sais pas si bon, je continue parce que j'ai vu ça, les manifestations dans le Minnesota récemment Ouais. avec, ont été quand même moi, j'avais pas vu non plus de mouvements globaux comme ça aux États-Unis, Mmh. dans mon temps, hein. Alors bien sûr, il y a eu des choses comme ça pendant demander l'arrêt de la guerre du Vietnam, des Ouais. manifestations, il y en a eu la Millions Men's March ou ce genre de choses, mais là, les manifestations dans le Minnesota sont assez intéressantes. À voir aussi quelle résonance ça aura peut-être avec, là où les franchises, locales si, certains Mmh. s'en feront le relais. Ouais. Question de Pierrick. Ne pensez-vous pas que les favoris à l'Ouest sont, roulement de tambour, les Denver Nuggets? Jamal Murray fait la meilleure saison de sa carrière, Peyton Watson explose aux yeux du grand public. Avec tous les blessés, beaucoup de joueurs sont de plus en plus responsabilisés. Spencer Jones, Darren Holmes, Jalen Pickett. Et en playoff, les titulaires seront remis sur pied et reposés. Je parle de Jokic, Brown, Johnson et Gordon. David Edelman est aussi sous-coté. C'est un super coach qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. Quel est votre avis sur les Denver Nuggets? Théo, c'est... Oui. Est-ce que c'est le favori ou est-ce que c'est un favori? Ouais, bah, je pense que c'est l'un des principaux favoris. C'est-à-dire que, on peut pas retirer, OKC de l'équation. Ils sont champions en titre. Ils sont armés pour être, très forts cette année et dans les années à venir. Par contre, voilà, effectivement, si on devait faire une espèce de tier list là des équipes qui ont le plus de chances d'être championnes, pardon, bah, je pense que OKC et les Nuggets sont dans une catégorie ensemble, tous les 2 en haut. Ensuite, il y a d'autres équipes qui auront leur chance. Mais oui, clairement, cette équipe, elle est potentiellement un «monstre qui sommeille» entre guillemets parce qu'ils ont eu des pépins. Ça a commencé un peu doucement, ils ont eu des blessures et cetera. Mais si jamais ils arrivent à pleine bourre au moment des playoffs, c'est une équipe qui peut dérouler. Jokic est toujours, à mes yeux, le meilleur joueur du monde. Il a jamais été aussi bien entouré que cette année. Le banc, des Nuggets a jamais été aussi profond. C'est une équipe l'an dernier qui a poussé le Thunder en 7 manches en étant décimé, quoi, alors vous avez pas pu l'entendre parce que malheureusement dans le CQFR de vendredi qui a sauté, on avait fait un passage sur, Peyton Watson qui est excellent et l'an dernier, cette équipe des Nuggets avec un effectif, qui était famélique. Finalement son salut ou finalement ça n'a pas été son salut, mais ça dépendait des performances hyper aléatoires de Peyton Watson. On se disait: «Mais c'est fou, tu peux pas l'avoir sur le terrain en fin de match, il est pas au niveau et tout» et là, au bout du compte, il fait une saison qui est exceptionnelle. Donc oui, les Nuggets, énorme équipe. Je serais absolument pas surpris du tout si c'est eux qui devaient être champions NBA à la fin de l'année. Ouais, je pense que Peyton Watson écoute le CQFR, Théo, parce que depuis que j'ai dit que le titre de MIP pouvait pas échapper à Deni Avdija, Ah Peyton oui. Watson joue comme un All-Star, marque 30 points par match, fait des perfs assez incroyables. En tout cas, il a relancé, je pense, la discussion. Il y a d'autres joueurs qui font des très belles saisons, mais je pense que Peyton Watson, là, sur la progression, c'est assez spectaculaire. Et je partage évidemment ton avis sur les chances des Nuggets d'être de vrais concurrents pour le Thunder. Ça va dépendre de la manière dont Jokic va revenir de sa blessure, de la manière dont ce sera Ouais. géré. Est-ce qu'ils n'auront pas besoin de trop insister sur de pas lui donner trop de responsabilités? Bon, c'est Jokic, donc par la force des choses, il sera très important. Mais oui, évidemment. Et je repensais à ta formule. Tu disais que c'est la fois où il est le mieux entouré, mais c'est encore une équipe qui, à ce jour, parce que Jamal Murray va être All-Star, je pense, joue avec Nikola Jokic comme seul All-Star à l'instant T sous le maillot des Nuggets. Parce qu'il a joué avec des joueurs qui ont été All-Star par le passé. L'année dernière, il y avait Westbrook. Mais, voilà, c'est assez prodigieux. C'est un peu comme Dirk Nowitzki à l'époque, où il a fait une carrière presque intégralement sans jouer avec des mecs qui étaient All-Star en même temps que lui. Ou en tout cas, c'est celui qui avait le moins de All-Star en même temps que lui, je crois. Oui. Sauf sur la Ouais, fin, ça c'est... Voilà, mais... non, tu as raison, parce que je pense que Michael Finley avait dû être All-Star. Ouais, Steve Nash était All-Star après, peut-être? après, ouais. Est-ce qu'il était? Je sais plus Mais s'il était All-Star, il mais y avait, il était à la cette statue stat-là, en quand même au fait. moins une Quand, fois. Oui, oui, mais je tu as crois que raison, quand ouais. Jokic a gagné le titre, ils avaient reparlé du coup de Dirk, qui était celui qui avait eu le moins de All-Star en même temps que lui dans sa carrière, parmi les grands joueurs, Ah, quoi. même, oui, oui. C'est ça que Oui, je voulais oui. dire, voilà. Ou c'était peut-être sur l'année où ils sont champions, non? Parce que l'année où ils sont champions, il y a aucun mec qui est All-Star en même temps que lui, je pense, quand ils sont champions en 2011. Jason Kidd, il y est plus Non, du non, bah tout, ouais, il avait 40 John piges. Marion non plus, ouais. Ouais. Et puis Jokic, zéro aussi quand ils sont champions. Enfin, il y a Ouais. mais je crois surtout ça s'est jamais produit dans sa carrière, si je dis pas de bêtises. Il y a aucun autre Nugget que lui en même temps qui a été All-Star. Ou alors je dis une énorme Non, non, bêtise. non, Voilà. non, non, jamais. Donc là, ça va être Pour, pour Jokic? Jokic. Non, 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 Voilà.
Non, non, il n'y en a aucun, ouais. Donc Clairement. c'est prodigieux. Ouais, C'est c'est clair. c'est-à-dire d'être tout le temps compétitif, c'est assez incroyable. Ah bon. Mais oui, les Nuggets sont de vrais contenders. Et si on devait poser le nom des équipes qu'on voit championnes, Est et Ouest confondus, ils arriveraient devant toutes les équipes de l'Est. Je pense que ça fait aucun doute à l'heure qu'il est. Ouais. Question de Naé. Je voudrais vous remercier pour votre contenu toujours régulier. J'ai une question pour vous. Ça va te plaire, mais alors il va falloir réfléchir. Hein. Ça reprend la formule d'Erwan Abotrès sur les joueurs qui donnent l'impression de jouer avec des iPods dans les oreilles sur le terrain. Avec des iPods, comment on appelle ça, des AirPods. Des... AirPods. Merci. Ouais, AirPods, ouais. Des iPods, ça marche pas, hein, c'est compliqué. Des Faut aller dans les AirPods, oreilles. pardon. Il avait dit la Melo Ball donne l'impression de jouer avec des AirPods sur le terrain, ce qui était une formule Magnifique. vraiment magnifique. Et il nous dit pourriez-vous faire le 5 des joueurs qui, s'ils le pouvaient, joueraient avec des AirPods sur le terrain? Donc les mecs qui ont l'air dans leur propre monde, qui n'en ont rien à carrer du reste. C'est assez magnifique. Donc évidemment, la Melo Ball capitaine, je pense qu'il... Limite, j'ai l'impression de voir Meilleur joueur. en incrustation maintenant quand je vois les matchs de Hornets, j'ai l'impression de le voir avec les AirPods, tu vois. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça où tu te dis, Euh, ouais, alors, tiens, je vais en mettre un que j'adore. Klay Thompson, il a quand même un côté complètement dans sa bulle là, ouais, qui. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons en fait. Tu vois. ouais, c'est ça. C'est Parce qu'il a pour l'air les un peu, mêmes raisons. il peut être connecté à ses coéquipiers un peu, tu vois. Tu sens qu'il est pas. Voilà, exactement. Mais t'as le sentiment que parfois il déconnecte un petit peu aussi, malgré tout. C'est marrant. Peut-être on peut. Si toi t'en as Moi, en tête. ouais, je Ouais. pensais, Antoine validera totalement, parce que c'est l'impression qu'on a vue quand on le voyant jouer en live à Paris, mais Cam Thomas, je pense que et Ah pareil, il oui. a l'air totalement imperméable à ce qui se passe autour, et de toute façon, je vais prendre mon shoot, quoi qu'il arrive. Filez-moi la balle, et je vous entends à peine, quoi. J'ai juste l'impression, là, parfois, en le voyant jouer, et ça peut être une qualité, hein, c'est-à-dire que du coup, il y a un côté où il est juste focus sur ce qu'il a à faire et ce qui se passe autour de lui, il y est imperméable. Mais ouais, je vois bien Cam Thomas. Qui d'autre pourrait un peu être comme ça À l'époque, il y aurait eu tu vois, un Nick Young, je pense que typiquement Ouais, avec les ça, je AirPods. pensais, ouais. Sinon, est-ce que j'en vois beaucoup d'autres? Je vois pas de joueurs. Est-ce que tu vois des intérieurs avec est-ce qu'on voit des meneurs un peu fantasques ou des shooters, mais Des intérieurs. Putain, je pense à des intérieurs actuels. Déjà, ils sont obligés d'être un peu plus connectés parce que pour ouais, avoir la balle, il faut qu'ils se tapent, tu vois, pour aller ouais. récupérer le ballon. Mais non, bah du coup, moi, je pensais à J.R. Smith avec le fameux, Ah bah ouais. le fameux rebond offensif en finale NBA avec LeBron qui C'est dit c'est- mais par là, c'est quoi le par score? là. C'est quoi le score au fait? J'adore là. Mais c'est bon. Après, J.R. Smith, c'est un personnage à part entière, quoi. Des intérieurs, si, il doit y en avoir quand même, hein, des mecs qui percutent rien. Bah, des mecs qui ont l'air un peu endormis et qui comprennent pas ce qui se passe. Bon, genre Ayton, parfois, c'est Ah, quand même. oui, c'est ça. Oui, sinon, c'est la catégorie Hassan Whiteside, Ah ouais, Whiteside, DeAndre Ayton. parfait. Hassan Whiteside, Euh, parfait. Et il il joue y plus. avait, ouais. Ouais, 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 non, complètement. Là où c'est. Ouais, c'est ça, c'est sur le côté lymphatique. Genre, il est en train, Tu sais, ça fait. tu l'imagines en train d'écouter du son tranquille et genre, ah ouais, faut aller prendre un rebond. Bon, attendez, je finis mon morceau et je vais chercher le rebond après, tu vois. J'en profite, je te sors une anecdote parce qu'il m'y fait penser là. J'ai joué avec un coéquipier, donc tu sais, on fait un match à l'extérieur. Donc quand tu as les matchs à l'extérieur, le coach il a emmené des ballons, mais souvent il en a 3, 2 maximum en fait. Donc, Ouais. et avant que l'échauffement collectif commence, bah, tu sais, il y a les 3 ballons qui sont sur le terrain, et puis bah, tu shootes à tour de rôle, tu marques, tu donnes à un coéquipier en attendant que les choses s'organisent. Et j'ai un coéquipier qui arrive, un intérieur pour le coup, avec son casque, ok. Il prend un ballon et il va se mettre derrière le panier, et il fait des allers-retours en dribble tout seul avec le ballon. Pendant que nous, on est là à partager 2 ballons pour les 9 autres joueurs. Et tu sais, je me rappelle m'arrêter et le regarder et tu sais, littéralement pas en croire mes yeux. Un mec gentil, hein, un mec adorable, un mec gentil, Ouais, pas un connard, tu vois? ouais. Et je dis: «Mais c'est un ouf lui! Qu'est-ce qu'il voit pas que nous, on est là à 9 avec 2 ballons et que c'est pas le moment où tu peux privatiser ton ballon pour aller faire En fait, ta écoutait, séance?» il écoutait un podcast de développement personnel qui disait prenez, emparez-vous des choses, soyez plus centré sur vous. Et puis il est parti avec le ballon. Il s'est dit je vais faire des allers-retours. C'est comme ça que je vais me reconcentrer sur moi-même. Je sais pas. Mais oui, la scène devait être marrante, j'imagine. C'est lunaire, ouais, c'était c'était magnifique. Allez, dernière question du jour. Jackie Chanel.
La récente altercation entre Luka Doncic et Dennis Schroeder, avec cette punchline lâchée par Luka sur le contrat que Schroeder n'a pas signé, m'a fait réfléchir et j'aimerais votre avis. Quelle est la pire situation ? 1. Le contrat refusé par Dennis Schroeder qui refuse 84 millions des Lakers en espérant avoir mieux. Le trade de Luka, qu'il ne souhaitait pas et qui lui a fait perdre 116 millions à cause de son départ de Dallas et de la perte du Supermax. Ou 3, le comportement hors terrain de Ja Morant qui lui a coûté entre 40 et 60 millions de dollars avec des pertes de sponsors encore difficiles à mesurer. Ce sont 3 situations très différentes et je ne les plains pas, mais qui nous montrent qu'il existe bien des façons de perdre de l'argent en NBA. Le pire, je pense que c'est Ja Morant, Ouais. parce qu'il n'y a rien qui... En fait, il y a rien qui le justifie, quelque part. Dennis Schroeder, il est... T'es à la table avec ses cartes et il a surestimé les cartes qu'il tenait en main, quoi. C'est un choix sportif, quoi. Il y a un choix Voilà. sportif, il a parié sur lui-même. Voilà, et je pense que voilà, il n'est pas seul responsable. Son agent aussi aurait dû le conseiller autrement, Ouais. manifestement. Par contre, Ja Morant, il n'y a rien qui justifie, en fait. Il y a rien qui justifie que Et puis ça va au-delà tu de continues à faire ça va des au-delà de la différentes perte bêtises. ça va au-delà de la perte de contrat, de sponsor et machin, c'est une perte de statut, c'est une perte de projection vraiment sur l'avenir où tu te disais enfin à un moment on se disait Ja Morant ça va être l'un des 3 4 visages de la NBA sur Mmh. les années à venir parce qu'il va être avec son équipe à essayer de jouer le titre tous les ans avec Memphis parce que puis c'est un Américain en plus. Je pense que là, la perte, elle est au-delà du financier. Tu vois, c'est vraiment perte de statut, d'aura. Ça a modifié un peu sa situation aujourd'hui, l'intérêt qu'il génère de la part d'autres équipes. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est la situation la moins, celle que j'envie le moins. Puis Luka, c'est triste parce qu'il fait le début de sa vie, de sa carrière en NBA dans un endroit. Il voulait y rester. C'est triste, mais financièrement, la perte, bon, à leur échelle, le pourcentage, il est ridicule. Enfin, Bah, pourcentage. elle est énorme, mais en fait, il y a aussi un moment où, de toute façon, l'argent, ça fait plus de différence. Qu'est-ce que tu vois, je comprends que sur le principe, là, c'est déjà de l'argent, des sommes d'argent générationnelles, Ouais. ça changera rien à ta vie, en fait, ni à ton train de vie d'avoir, ces 100 millions de dollars en plus ou pas, ce qui est fou, hein, comme phrase, mais ça change rien, en fait. Ouais. Tu Ouais, vois, ouais. pour Schroeder, ça change. Ça change beaucoup de choses et pour Ja Morant, moi non plus, hein, je m'en fais pas pour lui, mais c'est le côté, écoute, tu t'es fait prendre, on t'a expliqué 2 fois déjà, tu fais des speeches à la télé en disant: «J'ai compris, blablabla, mon image, j'en referai plus» et tu refais encore et tu reviens et tu refais encore des gestes de je sais pas quoi, d'explosion, de jet de grenade, tu dis: «OK, non, mais c'est bon quoi, tu bouge». Voilà pour cette semaine, Théo. Merci à tous pour vos questions. À nouveau, je le répète, hein, n'hésitez pas à insister. Essayez d'envoyer, si possible, vos questions pour avoir plus de chance, parce que parfois on n'enregistre pas toujours le samedi matin ou le vendredi soir. Hein, donc n'hésitez pas, Ouais. même en début de semaine, si vous avez quelque chose qui vous passe par la tête et que vous voulez que la question soit posée, c'est qfr.rivers@gmail.com. Super, bah, écoute, Shai, merci encore d'avoir fait le tri dans toutes ces questions. Merci à vous toutes et à vous toutes de nous avoir envoyé vos questions. Comme le disait Shai, c'est toujours avec plaisir qu'on y répond. Comme je vous le disais en début de CQFR, si jamais voilà, vous voulez vous faire plaisir, si vous en avez la possibilité ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, allez jeter un coup d'œil sur le shop de Basket Session avec cette opération pour les quelques jours qui restent encore autour de la petite braderie Rivers. N'hésitez pas. Et puis nous, de toute façon, on vous donne rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un Hoop Culture avec mon camarade Pierre Armand Samama. Et sinon, on se retrouve dès lundi prochain avec Antoine et Shai pour le nouveau CQFR. Ciao à tous. Ciao, bon week-end. The game is out there, and it's either play or get played.